Compose, épisode 33. Ça me rend heureux en fait d'être dans cet échange et dans ce partage. Tout le savoir que j'ai aucun intérêt à le garder pour moi. Parce que moi-même, je suis pas humoriste en soi. J'ai fait de la scène, j'ai fait du stand-up, je travaille dans le stand-up, j'ai bossé avec plein d'artistes, mais mon objectif, c'est pas de me mettre moi en lumière sur scène. Le public, quand il vient des scènes ouvertes et que je suis présentateur, je m'en fiche complètement qu'ils retiennent mon nom, qu'ils viennent me suivre sur Instagram. C'est vraiment, je suis là en tant que présentateur, donc mon rôle, c'est de mettre les artistes en valeur. Et moi, ce sont les artistes que j'ai envie de mettre en valeur, que j'ai envie d'accompagner pour qu'ils puissent donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes sur scène. Ouais. Donc c'est juste ça, c'est jamais être dans le partage. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Bilal, le fondateur d'openmic.be, une plateforme qui propose des scènes ouvertes pour des artistes débutants dans le stand-up. Ensemble, on a parlé de ses débuts dans le milieu de l'humour, lui qui se destinait à la musique, du sentiment d'utilité qu'il a ressenti en devenant régisseur, de son boulot au Kings of Comedy Club à Bruxelles, des compétences qu'il a acquises au fil des années, de légitimité, de bienveillance, de l'Open Mic Academy, dont il est très fier, de transmission de savoir, de son rôle de MC. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Bilal d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci de me recevoir, je suis très honoré. Tu es donc le fondateur de openmic.be. Oui. On va expliquer ce que c'est un peu plus tard, mais d'abord je voudrais venir sur ton intérêt pour l'humour. En fait, d'où ça vient ton intérêt pour le stand-up et pour l'humour ? D'où ça vient, c'était pas volontaire à la base. Initialement, quand j'étais gamin, je voulais faire la musique et donc j'ai voulu aller vers des études qui m'amèneraient à être ingénieur du son. J'ai pas réussi à intégrer les études que je voulais en tant qu'ingénieur du son, donc je me suis lancé en tant que régisseur en me disant que j'allais bosser sur plein de concerts et tout. Et finalement, non, quand j'ai commencé à bosser en tant que régisseur, j'ai commencé directement à bosser sur des spectacles de comédie, sur du stand-up il y a déjà 12 ans et tout. Et en fait, j'ai appris à apprécier cette discipline et je suis resté dedans depuis. Donc c'est pas quelque chose que tu regardais, que tu suivais, que tu allais voir aussi sur scène avant ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais vraiment pas client de ce genre d'expression artistique. J'ai regardé des vidéos sur YouTube avec le Jamel Comedy Club parce que c'était au début du Jamel Comedy Club. C'était la première saison, c'était l'essor et tout. Donc oui, là-dessus, on regardait entre potes, on se partageait les vidéos sur YouTube. Mais me déplacer de moi-même pour aller voir un spectacle d'humour ou quoi, j'avais jamais fait ça avant de bosser sur des spectacles d'humour. Et comment c'est arrivé alors ? Comment t'es devenu régisseur dans ce milieu-là ? Comment c'est arrivé ? Je voulais, comme je l'ai dit, je voulais bosser sur des concerts en tant que régisseur et bosser avec des musiciens parce que c'est ce que je voulais faire initialement. Et finalement, j'ai jamais travaillé sur un concert de ma vie. C'est-à-dire que je me pointais sur des événements en tant que bénévole pour donner un coup de main à ce genre de choses. Et c'était toujours des événements, soit caritatifs, ce genre de choses ou quoi, où il y avait toujours des humoristes qui étaient sur scène et donc à bosser là-dessus, à sympathiser avec eux, à créer un réseau déjà à l'époque, jusqu'à ce que je rejoigne une petite troupe de jeunes humoristes qui essaient de faire un truc comme le Jamel Comedy Club à Bruxelles et qui s'appelait Stand Up. Et j'étais leur régisseur officiel et donc j'ai bossé que sur des événements liés au stand-up dès le début. Et donc, t'étais un peu le mec de l'ombre. Il y avait une envie de monter sur scène ou pas ? C'était totalement mon surnom, l'homme de l'ombre. Voilà. C'était totalement mon surnom. Il n'y avait pas d'envie de monter sur scène parce qu'à cette époque, j'étais quelqu'un de très timide et très réservé. Je me suis retrouvé sur scène 2-3 fois dans le cadre du spectacle, mais avec un rôle prédéfini où juste j'occupais le public le temps qu'un artiste aille se changer ou quoi. Donc c'était très court, mais le focus n'était pas sur moi. Donc ça ne me dérangerait pas plus que ça d'être sur scène à ce moment-là. Mais l'envie de monter sur scène et de faire rire ou quoi, ça n'a jamais été une motivation. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce milieu ? Une fois que tu étais vraiment impliqué dans le stand-up, qu'est-ce qui te plaisait ? La première chose qui me plaisait, en fait, c'était ce sentiment d'enfin pouvoir me sentir utile. C'était pas du tout lié à l'humour, au fait que c'était drôle, c'était marrant, tout ça. C'était la première satisfaction que moi j'ai trouvée en tant que régisseur, c'est être utile et limite être la personne indispensable que le public ne connaît pas, ne soupçonne même pas le rôle.
Et les artistes, les protagonistes, ceux qui sont admirés par le public savent et sont reconnaissants vis-à-vis du travail que je fournissais. Au fur et à mesure, ouais, j'ai appris à apprécier l'humour, le stand-up et tout, parce que oui, on rigole toute la soirée, on rigole avec les artistes, on échange, on devient potes, ça devient un nouveau cercle d'amis. Et donc, ça a fait que je suis complètement resté là-dedans et que j'ai commencé vraiment de plus en plus à aimer cette discipline. Et puis, ça s'est développé. Et donc, c'était en 2021, je crois, que Open Mic a été créé. Comment t'es arrivé à ce cheminement ? Comment on passe de régisseur d'homme de l'ombre à créer l'une des plus grosses plateformes de Bruxelles qui propose des scènes ouvertes pour débutants. Ça va être long à raconter. On a plein de temps sur ce podcast. Dans l'ensemble, donc j'ai commencé en tant que régisseur je pense que j'avais 19 ans quand j'ai commencé. J'en ai 32 aujourd'hui. Et au fur et à mesure, j'ai bossé sur les events et tout. Mais à un moment, j'en avais un peu marre d'être, entre guillemets, indépendant et de courir après des contrats, courir après des prestataires pour trouver du taf et tout. Donc, j'ai commencé à chercher une place en tant que régisseur dans un théâtre parce que c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus fixe. C'est le saint Graal quand t'es régisseur et que t'as envie de te poser un peu et d'avoir une vie à côté. C'est de trouver une place fixe dans un théâtre. Et le Kings of Comedy Club était né il y a 1 an, plus ou moins, avant que je commence à bosser avec eux. Et ils avaient juste mis une annonce sur Facebook disant qu'ils cherchaient un régisseur. Et moi, ça tombait bien, je cherchais un théâtre. Donc, j'ai contacté Cédric, le patron du Kings, qui m'a donné rendez-vous le lendemain. Et il m'a pris à l'essai, et puis ça s'est bien passé. Et je suis devenu le régisseur du Kings of Comedy Club. Ce qui fait que j'ai bossé là-bas pendant des années, pendant 8 ans au total, où j'ai d'abord commencé en tant que régisseur. Mais comme c'est une petite salle, niveau technique, il n'y a pas grand-chose à faire. Ah oui. Et ce lieu-là, je commençais vraiment à l'aimer, ce qui en ressortait, ce qui se crée. J'aimais vraiment ce qui se passait là-bas. Et donc, j'ai commencé à prendre un peu plus de responsabilité. Et Cédric me faisait de plus en plus confiance en me déléguant des choses qui étaient quand même assez importantes. Où j'étais au début régisseur, puis j'ai été responsable artistique et technique, c'est-à-dire que je m'occupais de l'accueil des artistes. J'allais les chercher à la gare du Midi quand ils venaient de l'étranger et tout. Ce genre de choses. J'accompagnais les artistes parfois même en tournée. J'ai été en tournée pendant 4 ans avec Laurence Bibot sur ses 2 derniers spectacles et c'était hyper cool. Et puis vu que le Kings of Comedy Club a aussi un bar, du personnel et tout, et que parfois il fallait combler un peu les trous du personnel, j'ai commencé aussi à faire barman, à faire le service là-bas. J'ai même été gérant du bar pendant une petite période, le temps qu'on trouve un remplaçant pour qui c'était le travail, parce que moi j'ai pris cette responsabilité-là pour dépanner, c'était cool, mais c'était pas mon ambition d'être le gérant au niveau Horeca du bar. Mais j'ai été le gérant pendant quelques temps. Et puis à côté de ça, le Kings of Comedy Club à l'époque avait une boîte de prod, donc d'où les tournées avec les artistes. Mais le Kings of Comedy Club organisait aussi des gros événements comme au Palais 12 par exemple, pour rire ensemble contre le racisme. Il y a eu ça, il y a eu plein d'autres choses où j'étais assistant de production. J'aidais autant en régie qu'en plateau, enfin partout, là où je pouvais aider, j'aidais et c'était hyper cool. Ça m'a permis de me former, de développer d'autres compétences. Et au Kings of Comedy Club, bien évidemment, comme c'est un comedy club, il y avait des scènes ouvertes. Des scènes ouvertes que ce n'est pas moi qui les ai créées, ça faisait partie de la programmation. Le truc, c'est que la façon dont c'était organisé était pas optimale, dans le sens où ces scènes ouvertes à l'époque, c'était premier arrivé, premier qui monte sur scène. Pas d'inscription, rien. C'était vraiment en mode scène ouverte pure et dure. Sauf qu'à l'époque, ce format-là n'était pas adapté pour la popularité du stand-up à cette époque. Ouais. Et il fallait un cadre. Donc j'ai dit à Cédric, je vais reprendre un peu la gestion des scènes ouvertes, histoire de poser un cadre où c'était pas sur inscription. Fallait m'envoyer un mail pour qu'on soit sûr qu'il y ait un minimum d'artistes sur scène, parce que des fois on avait juste 2 artistes et 3/4 du temps c'était souvent les mêmes qui revenaient, mais sans aucune amélioration, parce qu'ils n'avaient pas un cadre professionnel, donc ils n'avaient personne pour leur faire des retours, ce genre de choses et tout. Donc j'ai commencé à reprendre la gestion des scènes ouvertes. Il y en avait, on en a fait pendant des années avec une régularité de 2 par mois. Et c'était cool, c'était vraiment très cool. Au début, il n'y avait pas énormément de demandes
Donc j'avais une cinquantaine d'artistes qui m'envoyaient des mails et moi j'avais mon tableau Excel et je pouvais dire voilà telle date j'ai des places, est-ce que ça te tente, oui, non, voilà. Et donc c'était très chouette, il y a plein de chouettes personnes qui en sont ressorties, qui sont passées par là et qui aujourd'hui ont bien évolué. Et d'où c'était venu cette envie en fait de mieux cadrer les choses, parce que tu passes quand même du régisseur à l'accompagnement d'artistes, l'organisation comme ça de scènes plus professionnelles. Enfin, tu vois, où est-ce que tu estimais déjà que tu avais la légitimité pour le faire et pourquoi ça t'est venu cette envie ? Très bonne question, la légitimité. Très bonne question. Là, j'ai une conversation avec ma psy qui ressort dans ma tête. Non, en blague à part. C'est souvent l'effet que je fais aussi. Blague à part, niveau légitimité, pendant très longtemps, je me suis pas senti légitime, mais plus à cause d'un manque de confiance en moi. Ouais. Parce que ça faisait déjà des années que j'étais dans ce secteur, que je veux pas dire que j'avais une certaine réputation, une certaine notoriété, mais voilà, j'avais ma place dans ce milieu et on me sollicitait déjà. Que ça soit par les organisateurs, que ça soit par Cédric avec sa structure, que d'autres humoristes qui me demandaient des conseils, plein de choses. Par exemple, quand Cody venait faire une répétition pour son spectacle au Kings of Comedy Club, je me permettais de revoir avec lui un peu la mise en scène, ce genre de choses ou quoi. Il y a des choses qu'il a pris en considération, d'autres moins. Voilà, il y a des échanges qui se sont créés où j'ai pu bosser sur des spectacles avec plein de chouettes artistes. Mais à côté de ça, je me sentais toujours pas légitime. Parce qu'il y avait un réel manque de confiance en moi. C'est vraiment que très récemment que j'ai appris à accepter que j'étais totalement légitime de le faire. Et comment est-ce que je suis passé de ces scènes ouvertes, un peu à la volée, pas structurées, à une plateforme avec un site internet et un réel suivi derrière. Ça a été après le confinement. Après le confinement, il y a plein de gens, il y a eu un boom en fait de gens qui voulaient se lancer sur scène parce que les gens étaient enfermés chez eux, ils étaient en télétravail, ils avaient envie de se lancer de nouveaux défis où ils se sont dit bah voilà, maintenant une fois que je sors de chez moi en fait, je réalise mes rêves et donc ils se sont donné les moyens de le faire. Et donc il y a eu un boom au niveau de la demande et tout simplement la demande était devenue trop grande pour que je puisse répondre à tout le monde. Et que je puisse moi-même avoir un suivi en fait de ce que je faisais, c'est-à-dire que il y a des gens, je leur avais dit oui, je me rappelais plus leur avoir dit oui parce que je l'avais pas noté dans le tableau Excel, et que des fois je me retrouvais avec trop d'artistes sur une soirée, des fois avec pas assez parce que j'étais pas du tout organisé, parce que je gérais le comedy club à côté de ça et que c'était deux choses qui prenaient énormément de temps, donc il a fallu que je trouve un moyen de simplifier un peu mon organisation et de centraliser un peu toutes les informations plutôt que de me répéter à chaque fois qu'on m'envoie un mail, parce que j'étais arrivé à un moment où en moyenne on m'envoyait 5 mails par jour pour s'inscrire sur des scènes ouvertes, et 5 mails par jour où tu dois à chaque fois redonner les mêmes informations, c'est fatigant, et c'est des mails à toute heure du jour et de la nuit, parce que les gens en général quand ils se décident de se jeter à l'eau, ils le font de manière impulsive et ils t'envoient un mail à 2h du matin, tu vois. Et donc il m'a fallu un truc pour centraliser toutes les informations, pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple pour moi et pour les personnes qui viennent vers moi. Donc je me suis dit, je vais créer un site web. Je sais créer des sites web, j'en ai créé pour d'autres clients. J'en ai fait quelques-uns. Je me suis dit, en fait là, tout ce que je vais faire, c'est que toutes les compétences que j'ai acquises et que j'ai développées en travaillant pour les autres, je vais tout simplement les mettre à profit pour mon projet. Et quand j'ai créé le site web et que j'ai créé la plateforme en ligne, il n'y avait pas encore cette volonté ni même cette ambition d'avoir quelque chose qui prenne autant d'ampleur aujourd'hui. Parce que les 50 artistes que j'avais, ils sont juste passés sur la plateforme pour s'inscrire. Donc au bout de 6 mois, j'avais 150 artistes inscrits sur la plateforme. Au bout d'1 an, j'avais 300 artistes inscrits. Et là, on est 2 ans plus tard et j'ai 420 artistes inscrits sur la plateforme en attente de jouer. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais juste les scènes ouvertes au Kings of Comedy Club, qui étaient 2 fois par mois, ce qui n'est clairement pas suffisant pour répondre à la demande. J'ai contacté Jimmy Vandal du Comedy Cat en lui disant, écoute, voilà, j'ai de la demande. Toi, est-ce que ça te tente qu'on crée un open mic qui soit sous l'étendard du Comedy Cat? J'ai fait la même chose avec Rudy Lejeune, avec le What the Fun, en lui disant, écoute, voilà, j'ai de la demande. Est-ce que toi, ça te tente d'avoir un open mic sous l'étendard du What the Fun? Et on s'est arrangé avec eux où, donc,
j'ai des open mic qui sont sous l'étendard du Comedy Cat, du What the Fun, du Kings of Comedy Club, mais qui appartiennent à la plateforme openmic.be, Ouais. où tout est centralisé, tout passe par là. Et juste pourquoi ces étendards différents? Pour que les autres puissent diversifier donc leur projet professionnel au niveau scénique. Et pour le fait d'aller jouer au Comedy Cat, des fois t'as Jimmy qui est là et qui découvre les artistes. Le fait de venir jouer au Kings of Comedy Club, des fois t'as Cédric qui est là et qui découvre les artistes. Idem avec le What the Fun où Rudy venait aussi de temps en temps sur les open mic et découvre les artistes et se disent ah oui mais tel artiste a bien évolué, il pourrait rentrer dans ma boucle et passer sur des scènes plus grandes. Donc ça devenait pas un casting mais ça devenait une opportunité en plus de pouvoir venir s'entraîner et s'améliorer et de montrer son travail aux personnes qui ont les capacités de les faire passer à un niveau plus grand. Et donc c'était ça l'intérêt de créer donc des open mic avec les différentes structures qui sont en place. Il y a toujours cette volonté de faire la même chose avec le YouRear et Yuri Garfinkel, avec qui on discute occasionnellement de ça et de voir où est-ce qu'on peut faire ça. Et la demande a monté, elle a tellement monté que ces différents open mic, on a dû faire plusieurs séances sur la même journée. C'est-à-dire qu'au Kings of Comedy Club, c'est toujours un dimanche sur 2, mais j'ai 3 séances. J'en ai une à 17h, une à 19h et une à 21h. Au Comedy Cat, c'est tous les mardis. Et il y a 2 séances, une à 19h, une à 21h. Et sur chaque séance, sur le site internet, il y a tellement de demandes que je suis sur une moyenne de 40 demandes d'inscription pour 6 places sur scène. Et c'est très dur de faire un choix, d'essayer de faire jouer tout le monde. Et voilà, donc avec le temps, c'est pas moi qui ai fait grandir le projet, c'est vraiment la demande qui a fait en sorte que le projet grandisse. Et là où j'ai commencé à me sentir légitime dans ce que je faisais, c'est que quand j'ai commencé à créer tout ça, j'ai réalisé que en fait, personne d'autre aurait pu le faire mieux que moi. Pourquoi ? Parce que je créais déjà des scènes ouvertes. Ça fait des années que je suis dans ce secteur. Que moi, ce que j'aime, c'est travailler dans un cadre où tout le monde se sent respecté, où il y a énormément de bienveillance. La façon dont je travaille avec les artistes, c'est la façon dont j'apprécie qu'on travaille avec moi. Donc, il y a énormément de bienveillance et je sais, du coup, de par les retours des artistes, parce qu'il y a aussi cette validation extérieure qui se fait, qui me fait sentir un peu plus légitime par le retour des artistes et par ce que j'ai créé et le fait de réaliser en fait que, mais en fait, t'as créé un truc énorme. Bah là, oui, je me sens légitime et donc, du coup, je me dis, ok, je vais faire grandir ce truc parce qu'il y a plein de choses en fait qui peuvent en découler et qui sont nécessaires à l'heure d'aujourd'hui pour les artistes. Et ton envie, c'est vraiment de proposer ces scènes ouvertes dans des lieux déjà existants. Enfin, pourquoi il n'y a pas l'envie de créer peut-être ton comedy club, mais juste justement open mic, quoi? C'est une question qu'on m'a déjà posée. Et pour avoir bossé dans un comedy club pendant 8 ans, je sais toute la charge de travail ça implique. Donc il y a déjà ça qui me refroidit. Et à côté de ça, il y a déjà énormément de choses qui se font avec des personnes tout aussi bienveillantes que moi qui le font. Et j'ai aucun intérêt, en fait, à être un concurrent de plus sur le marché à ce niveau-là. Des scènes, il y en a. Le Kings of Comedy Club organise des plateaux, le Comedy Cat organise plein de plateaux, le What the Fun organise plein de plateaux, le Yuri organise plein de plateaux, et plus tous ceux qui lancent leurs propres opportunités, qui créent des petits plateaux à côté, à gauche, à droite. Le Comedy Spot organise aussi des plateaux, donc des scènes où les artistes peuvent jouer, il y en a déjà plein. Et moi, personnellement, j'aurais aucune plus-value à venir m'intégrer dans ce cursus-là. Alors que l'idée, ce serait de pouvoir permettre aux artistes d'accéder à tout ça. Ce qui fait que, en fait, je m'isolerais, c'est-à-dire que les artistes viendraient sur mes open mic, mais ils feront partie des scènes qui vont en découler, des plus gros plateaux ou quoi, alors que dans l'idée, ce serait de permettre aux artistes de venir s'entraîner sur les open mic et s'améliorer, parce que c'est vraiment l'idée, c'est de permettre aux artistes de tester, de venir vivre un beat sur scène, mais de la manière la plus confortable possible pour pouvoir s'améliorer, tenir compte de ce qui n'a pas été, pour avoir le niveau suffisant pour aller jouer sur des plus gros plateaux. Et via mes open mic, ils peuvent accéder à ces plus gros plateaux. Parce que le truc qui se fait du coup aujourd'hui, c'est que quand les différents organisateurs de soirées cherchent un peu des artistes ou quoi pour leur soirée, ils n'hésitent pas à venir me demander, tiens, est-ce que tu as des nouveaux noms, des personnes qui sortent un peu du lot, qui ont un peu le niveau pour accéder à ces soirées-là. Et moi, j'ai ma liste d'artistes où je note un peu l'évolution de chacun, quels sont les défauts, quelles sont les faiblesses, mais aussi quels sont les points forts. Et
je veux pas dire c'est moi qui décide de s'ils ont le niveau pour être sur ces soirées-là, mais mon avis compte quand même un minimum dans leurs décisions. Et ça a permis à plein d'artistes d'évoluer et d'accéder à plein de choses. Donc, créer mon propre comedy club ou ma propre structure qui crée de gros plateaux, j'ai pas intérêt. J'ai préféré mettre l'accent plus sur le côté apprentissage et académique du stand-up, parce que ça manquait vraiment. Et de faire en sorte, au fur et à mesure, que l'open mic, être sur scène, sur une scène ouverte, sur un de mes open mic, c'est juste l'aboutissement d'un travail qui est fait en amont. Ouais. Et donc, là, il y a un nouveau site internet qui est openmic.academy où il y a des formations en ligne liées au stand-up que j'ai créées et qui ont découlé d'ateliers que j'ai faits avec plein d'artistes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux artistes d'avoir plein d'outils. Il y a des trucs qui sont gratuits, il y a des trucs qui sont payants, ça dépend de la charge de travail qui a été mise derrière. Ils ont plein d'outils, plein de réponses à leurs questions où ils peuvent se perfectionner, déjà avoir une bonne base de travail et ensuite venir aux open mic pour mettre en pratique ce travail et une fois qu'ils ont acquis ces compétences, de pouvoir être sur des plateaux plus gros. Ouais, j'allais justement y venir à l'académie. Donc, tu l'as créé entièrement en ligne. C'est pour permettre une certaine liberté pour toi, mais aussi pour les personnes qui vont suivre les formations, justement. Complètement, parce que ces 2 dernières années aussi, parallèlement aux open mics, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des ateliers d'initiation aux open mics où les gens venaient, c'était en présentiel et tout. C'était très chouette. L'échange en présentiel est clairement bien meilleur que l'échange en ligne. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec ça. Mais il y a plein de facteurs qui faisaient que c'était pas tout le temps possible. Et même là, j'étais pas totalement capable de répondre à la demande. Pourquoi ? Parce que d'une part, il fallait que moi je sois disponible. Et avec 6 séances d'open mic par semaine, niveau disponibilité, c'est compliqué. Il fallait aussi que les gens soient disponibles. Parce que tous ceux qui viennent se lancer sur scène, ce sont pas des gens c'est des gens qui ont déjà une vie, qui ont déjà un travail, qui ont des responsabilités. Donc, ils doivent se libérer à un moment spécifique. C'est toute une organisation pour eux. Donc, voilà, il y a ce facteur temps qui bloquait. Je l'ai dit, moi, il faut que je sois disponible. Donc, du coup, j'ai créé quelques ateliers pour en retirer absolument tout ce qu'il fallait retirer. Donc, j'avais la base de matière à leur enseigner et je mettais énormément l'accès sur la séance questions-réponses et que je renotais, que j'enregistrais même, pour voir un peu quelles étaient les demandes principales qui revenaient de la part des artistes, quelles étaient les premières questions qui se posaient, pour au fur et à mesure créer un format en ligne qui répond à vraiment 90% des questions et qui, avec cet outil-là, leur permettent en fait d'éviter leurs 20 premiers bids sur scène. Donc c'est vraiment le but, c'est avec cette formation-là qui est Stand-Up Starter Pack, c'est avoir plein d'astuces de travail, plein de réponses à leurs questions, plein de raisonnements auxquels ils pensent pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore l'occasion d'essayer et de découvrir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et donc d'avoir vraiment cette base de travail qui est un guide pour tout leur parcours. Donc ça s'appelle Stand-Up Starter Pack, mais c'est vraiment un truc qui est utile pour tout leur parcours scénique et dans 5 ans, dans 10 ans, ce que je leur souhaite, ils vont encore trouver des réponses à leurs questions dans ce truc-là. Et donc le fait de passer en ligne, ça permettait donc de rendre l'information accessible et de ne plus avoir ce facteur temps qui me bloquait ou qui les bloquait. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont accès à la formation, c'est un format écrit, ils prennent le temps de lire quand ils veulent, à leur aise, le matin au réveil après un miracle morning comme moi, ou le soir après avoir couché leurs enfants et que tout le monde dort et qu'ils peuvent, il n'y a plus d'entrave temporelle pour pouvoir apprendre et découvrir de nouvelles choses. Et comment ça se présente en fait ? C'est quelque chose que tu peux faire sur combien de temps ? Il y a différentes étapes. Comment vraiment tu l'as construit ? Comment je l'ai construit ? Je l'ai construit comme un cours scolaire. C'est-à-dire il y a plusieurs chapitres, plusieurs leçons, plusieurs grands arcs narratifs, on va dire, où il va y avoir un chapitre qui va regrouper tout ce qui est lié à l'écriture du stand-up, donc comment on écrit du stand-up, toutes les astuces qui sont liées à ça. Il va y avoir un chapitre mise en scène, une fois qu'on est sur scène, quels sont les éléments dont il faut tenir compte, les astuces, les faux pas des débutants qui reviennent souvent et qui peuvent être évités parce qu'on ne le réalise pas forcément quand on débute, on ne sait pas quelles sont nos erreurs, et quand on n'a personne pour nous faire un retour, il y a des choses qu'on découvre
bien plus tard. Et donc ça va leur permettre de prendre conscience de plein de choses. Il y a un chapitre aussi mindset, donc état d'esprit de pourquoi est-ce qu'on se lance dans le stand-up, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message et comment vivre sainement le stand-up. Parce que c'est une nouvelle discipline, ça va être un gros challenge, ça va être plein de choses où on va faire plein d'erreurs. Et quand on fait des erreurs dans quelque chose dans lequel on a envie de s'impliquer, ben, il y a la déception de soi-même où on tombe limite dans l'auto-flagellation. Donc il y a plein d'astuces pour pouvoir prendre ses distances avec ça et vivre sainement vraiment cette expérience sur le long terme. Il y a une astuce, un chapitre astuce écriture et plus tout un chapitre sur tous les outils qu'ils ont déjà à leur disposition et qu'ils peuvent mettre à profit pour leur amélioration sur le long terme, genre comment utiliser son smartphone avec le stand-up. Il y a tellement de choses qu'il est possible de faire que je vois pas les jeunes artistes faire parce que j'ai pas le temps de leur dire, parce que j'ai pas spécialement l'énergie de me répéter à chaque fois et qu'il y a plein de choses que moi j'ai envie qui s'améliorent. Moi, vraiment mon projet, c'est que ça soit par mes formations ou par mes open mic, c'est permettre aux jeunes artistes d'atteindre un niveau professionnel et de s'épanouir sur scène. Donc vraiment dans ces formations-là, il y a tout ça. C'est ultra complet. Honnêtement, de toi à moi, c'est une formation, j'en suis ultra fier de l'avoir créée. Bien. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai bossé pendant 2 ans dessus. J'ai charbonné des nuits blanches pour pouvoir la peaufiner de ouf. C'est une formation qui était au début très 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 longue et que j'ai dû apprendre moi-même à condenser pour aller à l'essentiel et vraiment faire en sorte que chaque chapitre, en fait, on aille directement dans ce qui est important. Parce que j'ai tendance à trop parler, comme maintenant, à trop parler et à donner plein d'éléments qui sont pas spécialement nécessaires. Donc, ça a été aussi un énorme travail pour moi de condenser et aller à l'essentiel pour que ça soit juste parfait. Donc, cette formation, quand je l'ai finie, que je me suis dit, OK, maintenant je la mets en ligne, j'étais ultra fier de ce que j'avais créé. Ça faisait longtemps que j'avais plus ce sentiment de satisfaction personnelle, de putain, c'est moi qui ai fait ça, en fait. C'est génial. Waouh! Et d'où ça te vient, en fait, cette envie de transmission comme ça, d'aider, en fait, les jeunes humoristes? Depuis que je suis assez jeune, j'ai toujours eu un côté paternel. Où je suis vraiment avec les gens que j'apprécie, je suis assez protecteur. Parfois je l'ai même trop été, mais j'ai toujours ce côté où ce que je veux en fait pour les autres, c'est ce que je veux pour moi. C'est-à-dire que moi, la façon dont je suis avec les autres, c'est la façon dont j'apprécie qu'on soit avec moi. Et donc si je veux qu'on soit comme ça avec moi, il faut que je le sois avec les autres. Et inconsciemment, le fait d'aider les autres à s'améliorer, bah, tu en tires une satisfaction personnelle. Il y a pas de secret, en fait. Le bonheur, voilà, c'est au plus tu le partages, au plus il grandit. C'est ça qui est magique avec ça. Et vraiment, j'ai découvert sur le tas, en fait, que être dans la transmission de savoir, c'est quelque chose qui me plaît. Où j'aurais pu, peut-être dans un univers parallèle, être prof et être avec des élèves constamment, peut-être pas dans cet univers-ci où j'aurais peut-être eu marre à un moment, mais ouais, c'est pas impossible que dans un autre monde j'aurais pu être prof et tout, et ça me plaît d'être justement dans cette transmission de savoir, d'être avec des gens qui sont motivés, parce que c'est ça aussi qui est chouette dans le format dans lequel je suis, c'est que les gens qui viennent vers moi, c'est pas des gens qui sont obligés d'être là, c'est que s'ils ont fait le pas de venir vers moi, c'est parce que eux-mêmes ont cette motivation d'apprendre. Ce qui fait que je travaille qu'avec des gens qui sont motivés. Et ça, c'est ultra galvanisant parce qu'il n'y a personne que tu dois tirer pour qu'ils puissent suivre les autres. Et donc, c'est vraiment chouette. Et ça permet d'avancer, allez, je ne veux pas dire beaucoup plus vite, mais beaucoup plus loin avec ceux avec qui je travaille et tout. Et c'est ultra galvanisant. Moi, j'en tire une satisfaction. Ça me rend heureux, en fait, d'être dans cet échange et dans ce partage. Tout le savoir que j'ai aucun intérêt à le garder pour moi. Parce que moi-même, je suis pas humoriste en soi. J'ai fait de la scène, j'ai fait du stand-up, je travaille dans le stand-up, j'ai bossé avec plein d'artistes, mais mon objectif, c'est pas de me mettre moi en lumière sur scène. Le public, quand il vient des scènes ouvertes et que je suis présentateur, je m'en fiche complètement qu'ils retiennent mon nom, qu'ils viennent me suivre sur Instagram. C'est vraiment, je suis là en tant que présentateur, donc mon rôle, c'est de mettre les artistes
en valeur. Et moi, ce sont les artistes que j'ai envie de mettre en valeur, que j'ai envie d'accompagner pour qu'ils puissent donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes sur scène. Ouais. Donc c'est juste ça, c'est jamais être dans le partage. Oui, tu parles de partage. D'ailleurs, sur le site de l'Académie, il y a aussi la bibliothèque avec tous les livres que tu as lus et t'en fais des retours. C'est important aussi pour toi de partager ça, de partager tout ce qui t'a appris, toi, des choses à d'autres. Ouais, complètement. Parce que ce que j'ai appris découle de mon expérience et de ma façon d'apprendre. Donc tout ce que j'ai appris, tous les outils que j'ai et que je leur donne, et c'est ce que je leur dis dans les formations ou en atelier, c'est que tous ces outils-là découlent de mon expérience personnelle et fonctionnent avec moi parce que moi, j'ai ce fonctionnement-là. Je comprends comment fonctionne mon cerveau, mais je ne comprends pas comment fonctionne le tien. Donc, je vais te donner des outils qui m'ont permis de dompter mon cerveau et de booster ma mémoire, mais peut-être que ces outils-là ne sont pas adaptés à ta façon d'apprendre. Et donc, ce que je leur dis, c'est voilà, je vais vous mettre des outils à disposition. Ces outils découlent d'une expérience sur plusieurs années. C'est vraiment le slogan du titre, c'est l'expérience mise à votre disposition. C'est mon expérience, elle est mise à votre disposition, mais cette expérience, elle découle de mon vécu et de qui je suis moi. Donc je vais vous donner une base pour que vous ayez les outils pour développer votre expérience et vos outils. Et donc, dites-vous bien que s'il y a des outils que je vous ai donnés qui ne fonctionnent pas avec vous, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Non, loin de là. Ça veut juste dire que vous avez besoin de quelque chose de différent. Et donc, pour pouvoir aller à la source de comment trouver ses propres outils, autant mettre à disposition tous les bouquins que moi j'ai lus. Parce que pour former les autres, oui, je me suis formé pour être sûr que l'apprentissage que je leur donne soit le plus complet possible. Donc, tous les livres que j'ai lus, je les mets à disposition. Renseignez-vous. Il y a The Comedy Bible de Judy Carter qui est une mine d'or d'informations et qui est vraiment très très chouette. Où en soi, ce livre-là, honnêtement, est déjà suffisant pour acquérir une bonne base. C'est juste que moi, les formations que j'ai faites, c'est que oui, j'ai repris une partie de travail qu'il y a dans le livre et je l'ai adapté à mon expérience et adapté au stand-up en Belgique et en francophonie parce que ce livre-là, oui, c'est pour stand-up à l'américaine avec des stand-uppers américains et tout. C'est très cool, c'est de ça qu'on s'inspire. Mais qu'en est-il de ici? Parce qu'on a notre propre identité scénique en francophonie et c'est ça qui était intéressant à exploiter, c'est comment développer nous cette identité et la faire prospérer. Et donc idem pour les autres livres, que ce soit, il y a beaucoup de livres sur le développement personnel. Pourquoi? Parce que moi c'est un truc qui m'a aidé à me développer de manière scénique et même dans mon entreprise parce que cette plateforme c'est devenu une entreprise. Beaucoup de livres sur le développement personnel pour apprendre à dompter son stress, à dompter sa mémoire, ce genre de choses et tout, où il y a plein d'outils qui sont ultra efficaces pour capter un public, pour garder l'attention d'un public sur, avoir peur de prendre la parole en public. Ok, il y a des bouquins pour ça, il y a plein d'outils que vous pourrez développer vous-même, en fait. Et donc, je vous donne juste les bases avec cette bibliothèque de bouquins que j'ai lus. Il y a d'autres livres qui vont arriver parce que je suis encore en train de lire d'autres bouquins. Et personnellement, je vois pas l'intérêt en fait de les priver de cette mine d'informations. Elle ne m'appartient pas. Je l'ai utilisée. Et le but, c'est que, comme j'ai dit, eux puissent évoluer, autant leur mettre aussi ça à disposition. Ça t'a pris beaucoup de temps d'apprendre à connaître comment ton cerveau fonctionne, comment ta mémoire fonctionne Ça m'a pris le temps d'un livre audio. C'est-à-dire que il y a Fabien Olicard, qui est mentaliste, youtubeur, que j'apprécie énormément son contenu donc sur YouTube, qui a coécrit un livre avec un médecin sur la mémoire et le fonctionnement du cerveau. Et donc ça, je l'ai écouté en livre audio. Et je sais pas combien de temps ça m'a pris parce que je l'écoutais de manière morcelée. Mais ça m'a permis de comprendre plein de choses sur comment mon cerveau fonctionnait. Parce que dans le livre, tu développes des outils pour pouvoir dompter un peu la mémoire, ton cerveau et tout. Et tu comprends de toi-même, en fait, en écoutant « Ah, mais tiens, en fait, mon cerveau, à moi, il fonctionne comme ça. » Parce qu'ils expliquent vraiment tous les aspects du cerveau au niveau de la mémoire et comment est-ce que ça fonctionne et tout. Et donc, tu te rappelles de quand tu étudiais pour les cours et tout. Tu dis « Mais moi, en fait, moi, c'est ça qui fonctionnait. Donc, c'est là-dessus que je dois accentuer mon apprentissage pour quand je dois mémoriser quelque chose. » Et ça m'a pris, je veux dire, plus ou moins 1 an pour vraiment comprendre parfaitement comment fonctionne ma mémoire et comment l'exploiter au maximum. Excellent. Et donc, en plus de Open Mic, tu es aussi MC, donc maître de cérémonie de plateau de stand-up.
Déjà, comment c'est arrivé ça ? Comment tu es devenu MC ? Comment t'es monté sur scène pour la première fois dans ce rôle-là ? Comment je suis monté sur scène ? C'était au Kings of Comedy Club. À la base, c'était pas du tout l'objectif. Comme j'ai dit, moi, être sur scène, c'est pas ce qui m'importe. C'est cool, j'adore ça, mais c'est pas mon objectif. Il fallait un chauffeur de salle au Kings et Cédric parfois le faisait et parfois il n'était pas là et donc on m'a demandé au fur et à mesure de le remplacer en tant que chauffeur de salle parce que j'étais là, que je faisais la régie, et au début j'étais très timide, donc je le faisais de manière très maladroite, pas du tout en confiance, et on m'a dit mais non, prends le temps, tu vois, t'as un capital sympathie, utilise-le, prends le temps, mets les gens dans le mood et tout. Et donc j'ai commencé à écrire 2-3 petits trucs, à faire 2-3 petites vannes, à prendre de plus en plus la confiance, et puis de fil en aiguille, on m'a demandé d'animer, d'être MC justement sur des soirées, sur des plateaux ou quoi. Et puis les open mic, les scènes ouvertes, parce que ça s'appelait pas encore open mic, les scènes ouvertes que je faisais à l'époque, c'était d'autres humoristes qui venaient faire la présentation. Il y a eu Funky Fab, il y a eu PE, il y en a eu d'autres. Il y a eu InnoJP aussi qui l'a fait, qui sont venus dépanner, qui sont venus faire les présentateurs sur les scènes ouvertes. Puis au fur et à mesure, ils étaient moins disponibles, ils avaient leur vie, ils avaient leur projet, donc ils étaient plus disponibles pour faire le présentateur. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais le faire moi-même. Je suis devenu présentateur sur mes scènes ouvertes et je le faisais de manière très très nulle, mais chaotique. J'avais besoin d'apprendre parce que c'était un nouvel exercice et que voilà. Donc de fil en aiguille, je vais pas dire je me suis retrouvé forcé parce que j'ai décidé de me mettre dans cette position, mais j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'apprendre ce nouveau truc, et au fur et à mesure comprendre un peu quel était le cadre, pouvoir réussir à l'expliquer au public avec le plus de bienveillance possible et créer une énergie qui est propice au rire pour le public et à l'apprentissage pour les artistes. Et ça s'est fait sur des années, en fait, le fait de me perfectionner. Et donc, ce qui est cool, c'est que, oui, aujourd'hui, on reconnaît ce travail en tant que présentateur. Les gens savent que quand ils me prennent comme présentateur, je peux gérer n'importe quel public. Je peux gérer une salle où il y a 5 personnes dans la salle, tout comme une salle où je vais avoir 200 personnes dans le public qui ont hâte de rire. Donc, peu importe la quantité de personnes qu'il y a dans la salle, je peux créer une chouette énergie dedans en fonction de... Je peux adapter totalement au public parce qu'il y a des publics différents, ce genre de choses et tout. Et donc, les gens, d'autres organisateurs viennent sur les open mic autant pour voir les artistes que découvrent que, tiens, en fait, Bilal, il fait ça bien. J'organise des soirées, je le prendrais bien comme MC. Et de fil en aiguille, on me contacte en mode, tiens, est-ce que ça te tente de venir faire MC sur une de mes soirées, ce genre de choses. Et moi, ça me plaît. Honnêtement, je ne vais pas mentir, ça me plaît de pouvoir le faire. Ça me plaît de continuer à mettre en lumière des artistes au-delà de mon projet. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, quand je suis sur scène en tant que présentateur, mon but, c'est poser un cadre avec le public pour qu'ils comprennent vers quoi il va et que tout le monde puisse apprécier ce qui va se passer dans les meilleures conditions et mettre les artistes en avant. Je vais en profiter pour faire 2-3 blagues, pour parler de mon chat, bien évidemment, parce que ça fait partie des petits rituels, pour faire rire les gens, parce que c'est le mood. Voilà, on est là pour faire rire, mais je vais jamais tirer la couverture vers moi en mode « retenez-moi » plutôt que retenir les autres artistes. L'idée, c'est vraiment, quand je prends le temps de faire des blagues, de mettre les gens dans le mood et tout, c'est vraiment pour créer un espace confortable pour l'artiste qui va suivre, sans en faire trop. 2-3 blagues, un mini sketch, vraiment histoire d'échanger avec le public. Je suis beaucoup aussi dans l'échange où j'interagis avec le public pour essayer de le mettre le plus à l'aise possible, et pour que quand l'artiste monte sur scène, en fait les gens ils sont juste joyeux, heureux, se laissent aller pour applaudir et pour rire, sont pas timides pour être expressifs et exprimer leur joie quand l'artiste est sur scène. Mais c'est une belle reconnaissance aussi que d'autres organisateurs de soirées viennent te chercher, quoi. Complètement, mais encore une fois, c'est légitimité, validation par les autres et tout. On revient toujours à ça. Tu disais que l'open mic, c'était devenu ton entreprise. Plus tôt, tu disais que tu n'avais plus envie d'être indépendant parce que les contrats, c'était difficile à trouver, etc., en tant que régisseur. Mais ici, donc, c'est ton entreprise, tu es indépendant. Pourquoi cette envie, en fait, de redevenir quand même indépendant et chef de ton propre projet ? Parce que je suis pas du tout dans le même mindset qu'à l'époque, que le travail il est totalement différent et qu'aujourd'hui je me sens beaucoup plus prêt à prendre ces responsabilités-là. À l'époque, j'étais un gamin qui avait un tout autre vécu qu'aujourd'hui. Je suis pas du tout la même personne qui a 10 ans. Et avec les capacités, les moyens et l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, j'étais pas encore prêt.
pour ça. Aujourd'hui, avec le travail que j'ai fourni sur le long terme, sur l'expérience que j'ai acquise et sur la façon dont j'ai créé ça, c'est beaucoup plus envisageable de devenir indépendant et de travailler dans ce sens-là. Parce que là, du coup, je cours pas après des prestataires pour pouvoir être payé. Je suis mon propre patron. Ouais. Et je dois juste démarcher avec beaucoup de communication sur les réseaux sociaux pour attirer du public et donc attirer du client. Tout simplement. Ce qui fait que mon travail est totalement différent. Je suis pas sur une scène en train de faire tout le montage scénique et faire toute la régie. Je suis sur mon PC en train de créer des visuels, d'être sur Photoshop, à créer des affiches, ce genre de choses, à créer des posts programmés, à booster des posts sur les réseaux sociaux pour attirer un maximum de monde. Ce qui fait que le plus gros de mon travail au niveau rentabilité, il est dans la communication. Et je ne veux pas dire que je suis le meilleur, mais j'arrive à faire une bonne communication. Pourquoi ? Parce que c'est des scènes ouvertes. Donc le message, c'est hey, venez voir des débutants qui ne sont pas du tout sûrs d'eux, qui vont se casser la figure sur scène, et ça va être bien. Et j'arrive à remplir des salles avec ce message-là, en expliquant juste que hey, venez participer au processus créatif des artistes. Tous les artistes que vous connaissez qui sont en tournée, qui sont chroniqueurs chez France Inter, qui passent même parfois à la télé, ce genre de choses ou quoi, ils ont commencé quelque part. Venez découvrir où est-ce que ces artistes ont commencé et venez suivre les artistes dès leur début. Et ça génère deux choses. Ça génère un public qui a envie de découvrir et c'est ultra chouette. Et ça change complètement la vision globale du stand-up au sens large vis-à-vis du public parce que les gens viennent découvrir les artistes dès leur début et ça leur permet de les suivre et de les voir évoluer. Et ça crée un star system qu'on n'avait pas à l'époque où quand un artiste jouait, il fallait qu'il ait une certaine notoriété pour remplir la salle. Aujourd'hui, on peut très bien remplir des salles juste sur base de personnes qui ont envie de découvrir parce qu'ils ont pris conscience qu'on avait une réelle scène professionnelle ici et que les gens viennent découvrir ces artistes qui se professionnalisent. Et donc, c'est juste génial, en fait, ce changement de mentalité qu'il y a moyen de créer en faisant ça. Et il y a un nouveau projet que tu as maintenant, tu viens de l'annoncer sur ton compte Instagram, c'est un projet de podcast. Projet de podcast, oui. Pourquoi ? Parce que j'ai plein d'idées en tête où, encore une fois, ça reste dans la transmission de savoir. Il y a des choses qui sont sous forme de formation pour garder une certaine rentabilité, parce qu'il faut aussi réussir à capitaliser sur son expérience et il y a cette volonté de la rendre utile, mais il y a aussi la volonté de payer ses factures, tu vois. Oui, c'est important. Donc c'est pour ça mes formations, j'essaie de faire en sorte qu'elles gardent un prix raisonnable pour qu'elles restent accessibles. Mais à côté de ça, c'est du travail, c'est des heures qui ont été fournies derrière qui doivent aussi être payées pour ça, et c'est totalement normal. Et là encore, on en revient à la légitimité d'être payé alors qu'on veut aider. Tu vois, il y a cette question de... En fait, mon but, c'est d'aider, mais du coup, est-ce que je mérite d'être... Est-ce que ça vaut la peine d'être payé ? En fait, oui, complètement. Le fait d'aider ne veut pas dire que tu mérites pas d'être payé. Ça reste du travail et tout travail mérite salaire. Et moi, il y a eu énormément de travail fourni derrière et je suis encore en dessous des prix du marché pour ce que je propose. Et donc, cette idée de podcast, il est sur plusieurs arcs, on va dire. Il y a un premier arc qui sera plus utile pour ceux qui débutent avec plein de réponses à leurs questions qui sont en dehors de la formation, genre comment on se prépare pour sa première scène, à quel moment on se décide qu'on veut écrire un nouveau sketch ou quoi, ou c'est pas nécessaire de créer une formation et de payer le truc, juste sous format podcast, ça répond déjà à plein de questions. Et une volonté aussi de refaire des interviews avec des artistes qui ont une certaine notoriété, mais de changer un peu l'axe de l'interview pour en fait aller directement sur quel a été le parcours et les échecs et échanger sur toutes leurs insécurités qu'ils ont eues tout au long de leur parcours, sur les moments où en fait ils avaient envie d'abandonner et de ne pas parler de leur succès mais de parler de tous les échecs qu'ils ont vécus pour arriver à ce succès-là. Donc il y a cette volonté-là. Excellent. Et oui, tu parlais du fait d'être payé pour aider. En plus, tu as un public spécifique parce que ça reste un public d'artistes. Donc avant de gagner un salaire correct en étant artiste, il faut quand même un peu de temps aussi. Ça doit être dur pour toi de faire la part des choses entre il faut me rémunérer, mais d'un autre côté, mon public, c'est des artistes. Comment tu l'as construit, ça ?
Comment je l'ai construit, en fait, déjà, il y a zéro forcing. C'est-à-dire que si tu veux pas acheter les formations ou quoi, il y a absolument rien qui t'empêche de venir jouer. Là-dessus, je mets un point d'honneur là-dessus. Les open mic, les scènes ouvertes, c'est une chose. C'est ouvert à tout le monde. La plateforme académique, c'en est une autre. C'est ouvert à tous ceux qui veulent investir en eux. Et c'est là-dessus que je tourne le discours. C'est juste faire comprendre que ces formations, elles sont là. Elles sont disponibles et elles sont là pour les personnes qui veulent investir en eux. Si maintenant vous n'êtes pas assez investi, que vous n'êtes pas assez motivé, oui, vous n'avez pas besoin de ces formations. Venez de temps en temps sur scène, venez vous amuser et d'ici 2-3 ans, vous en aurez marre parce que vous sentez que vous n'évoluez pas, mais que vous ne vous donnez pas les moyens d'évoluer. C'est votre parcours, vous décidez de ce que vous voulez faire. Donc moi, ce truc, il est là pour les personnes qui ont envie d'investir en eux et qui se disent « Ok, j'ai un créneau à jouer, j'ai envie d'évoluer. Ok, il y a des outils qui sont disponibles. À moi de décider si j'ai envie d'investir sur moi ou pas. » Aussi simple que ça. Et toi, aujourd'hui, tu es à 100% sur le projet Open Mic ? 100% sur les scènes. Comme je l'ai dit, c'est en moyenne 6 séances par semaine. Oui. Ce qui est énorme. Et avec cette volonté donc, de construire ce nouveau podcast qui va autour, l'idée sur le long terme, ce serait de commencer à déléguer les scènes à d'autres présentateurs qui arrivent à créer la même ambiance que j'arrive à créer en tenant compte que ça va être des débutants, ce genre de choses et tout, qui puissent accueillir les artistes, répondre à leurs premières questions et potentiellement aussi peut-être leur faire un retour comme je leur fais avec énormément de bienveillance. Et donc de déléguer pour que ça tourne très bien. Et ça tourne déjà suffisamment. Voilà, il faut juste que je trouve quelqu'un qui reprenne ce poste-là pour que je puisse mettre cette énergie-là dans autre chose et de me concentrer sur cette nouvelle plateforme académique et ce nouveau podcast et tous les nouveaux projets qui en découleront pour faire évoluer ça. Parce que au niveau du business plan, juste openmic.be, les scènes ouvertes, c'est pas très rentable. C'est jamais au-delà de 5 € l'entrée pour le public. Et voilà, avec toutes les charges, tout ce qu'il y a derrière, c'est vraiment pas rentable du tout. La plateforme académique s'inscrit dans un business plan qui est beaucoup plus gros où le format en ligne me permet de toucher beaucoup plus de monde et d'aller partout dans toute la francophonie. Et donc l'idée, c'est pas te restreindre juste à la Belgique aussi. Non, absolument pas. C'est vraiment pas le but. C'est vraiment de créer quelque chose qui va dans toute la francophonie et qui intéresse tout le monde. Et voilà, même si vous n'êtes pas sur mes scènes, vous avez quand même cette base d'outils qui va vous être utile pour les scènes sur lesquelles vous allez aller. Et donc, voilà, de commencer à créer quelque chose qui puisse vraiment devenir rentable et qui permette, sur le long terme, d'être viable et de permettre au projet de grandir dans un sens beaucoup plus académique et beaucoup plus dans l'apprentissage. Ouais. Et quelles sont tes prochaines envies pour ce projet ? Qu'est-ce que tu voudrais encore créer ? J'ai un objectif final, mais il est encore beaucoup trop tôt pour que j'en parle. Ok. Il y a clairement un objectif final et les choses commencent à aller dans ce sens tout doucement. Mais c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais tu réfléchis vraiment sur le long terme. Enfin voilà, tu parlais d'un business plan, etc. Tu l'as vraiment construit comme un business, quoi. C'est vraiment... Oh oui. En fait, quand j'ai commencé, je ne l'ai pas du tout envisagé comme un business. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que oui, j'étais entrepreneur, j'étais en train de créer quelque chose. J'ai 400 artistes qui viennent jouer chez moi. C'est limite, j'ai une grosse équipe en fait. Et il faut que je dispatche cette équipe sur les différentes scènes et tout. Je dois gérer les différents événements, je dois gérer la régie sur tous les événements, plein de choses et tout. Donc oui, c'est un travail d'entrepreneur, c'est une entreprise. Il y a du passage, il y a les clients et il y a les bénéficiaires. Les clients, c'est le public. Les bénéficiaires, ce sont les artistes. Et donc voilà, donc il a fallu se mettre dans cet état d'esprit de ok, pour faire les choses au mieux, il faut que ça soit une entreprise et que je prenne les choses comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé dans le fait de faire évoluer le projet, dans le fait de mettre un cadre, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Et c'est juste beaucoup plus jouissif en fait depuis que je prends les choses comme ça. Est-ce que tu imagines à un moment faire rentrer quelqu'un dans ton entreprise outre à la présentation des scènes, mais oui. Sur le long terme, c'est clairement le projet. Engager du personnel qui va s'occuper de la communication, ce genre de choses, quoi. Avoir quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité et avoir un siège social avec des bureaux et une équipe avec qui je peux travailler et voilà, qu'on fasse vraiment grossir cette entreprise pour pas que ça soit une petite start-up sur Internet. Non, il y a quelque chose de sérieux derrière et j'ai vraiment encore ce côté entreprise à l'ancienne où je veux des locaux, je veux qu'il y ait des employés ou quoi, alors que
aujourd'hui, avec ce que je fais avec mon ordinateur, c'est amplement suffisant pour dire que c'est une entreprise. Mais je veux vraiment faire grossir le truc parce que le projet que j'ai aura besoin d'une structure physique pour exister. Tu as l'impression d'avoir vraiment beaucoup appris, notamment avec ton expérience au Kings, mais aussi avec ton propre projet? J'ai énormément appris et j'apprends encore tous les jours. C'est-à-dire que rien que par exemple aujourd'hui, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec Open Mic Academy, on a créé, je dis on parce qu'il y a la fourmilière là où on le fait, le premier espace coworking pour les artistes. Donc un endroit où les artistes peuvent se retrouver, prendre un café, discuter entre eux, échanger, travailler leurs sketchs entre eux sans aucune obligation. Et ça a été ce matin, à midi, parce que ça ouvre à midi, à la Fourmilière, et je remercie énormément Bruno et Robin qui me laissent l'opportunité de créer plein de choses chez eux. Et j'ai appris aujourd'hui à comment on gère un espace coworking, parce que j'avais cette idée de tiens, ça pourrait être chouette, ça pourrait être utile pour les artistes, c'est gratuit, c'est juste consommation obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est un bar, et donc oui, tu rentres dans un bar, tu consommes, c'est totalement normal. Mais j'ai jamais géré d'espace coworking, j'ai géré des ateliers, et là l'idée c'est de faire travailler les gens entre eux et pas juste qu'ils m'écoutent et que je leur donne des informations. Donc aujourd'hui j'ai appris à gérer un espace coworking et à créer une interaction avec des gens qui ne se connaissent pas spécialement, qui n'ont pas d'affinité spécialement entre eux, pour leur permettre d'avoir un cadre de travail entre eux qui est juste bienveillant, tout autant que quand ils montent sur scène. Et donc j'apprends tous les jours avec mon métier, j'apprends tous les jours en tant qu'entrepreneur. En fait, j'adore apprendre. Depuis que j'ai lancé ce projet, j'ai vraiment eu une passion pour l'apprentissage que j'avais pas quand j'étais à l'école. Pourquoi? Parce que quand j'étais à l'école, c'était juste, on me demandait d'ingurgiter des informations que je jugeais pas utiles, et on me demandait de les régurgiter au contrôle et aux examens. Tandis que là, ce que j'apprends, c'est parce que j'ai envie de l'apprendre et que je sens complètement que ça m'est utile. Et ce que j'aime dans le fait d'apprendre, c'est que au plus tu apprends, au plus tu réalises que tu ne sais rien et qu'il y a encore tellement de choses à découvrir. Et cette capacité de pouvoir évoluer constamment, moi c'est ce que je kiffe. J'aime pas stagner, j'aime pas faire du surplace quand j'ai un boulot et que je sens que je peux plus évoluer. J'essaie de trouver autre chose où je peux me sentir épanoui, où je peux continuer à apprendre. Et donc là, je suis vraiment dans un truc où j'ai encore tellement de choses à apprendre, et c'est ça qui me galvanise, et que je me dis putain, mais dans 10 ans j'aurai un tout autre discours qu'aujourd'hui, mais j'aurai tellement plus d'outils à donner aux autres et qui découleront de mon parcours et de mon expérience. Et j'ai juste hâte d'apprendre tout ça. J'ai pas hâte d'être dans 10 ans, j'ai juste hâte d'apprendre tout ça, parce que tout ça, moi-même, premièrement, va m'être utile. Donc ouais, j'apprends tous les jours, et ça, c'est génial. Et est-ce que tu as déjà lancé des trucs qui ont complètement foiré? Oui, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. C'est simple. Tout ce que j'ai créé aujourd'hui découle de plein de trucs que j'ai créés, soit pour moi, soit pour les autres, et qui ont été des échecs. Et donc de pouvoir tenir compte de ce qui n'a pas été, ok, là-dessus on a fait une erreur, c'était pas cool ou quoi. Il y a des choses que j'ai lancées avec Open Mic où ça a été des échecs. J'ai essayé pendant un petit temps de lancer un membership sur le site où justement tous les outils que je mettais à disposition, je les mettais à disposition sous forme d'abonnement de 10 € par mois, où les artistes, ils avaient accès à tout ça s'ils payaient 10 € par mois. C'était un échec dans le sens où c'était pas le bon format. Il y a eu des scènes qui ont été des échecs en tant que présentateur, parce que j'étais pas encore prêt, parce que voilà, des échecs, j'en ai vécu plein d'un point de vue professionnel et personnel, mais tous ces échecs ont été une base efficace pour pouvoir créer quelque chose qui soit durable. Donc sans ces échecs, en fait, j'aurais pas pu créer openmic.be. Ça représente quoi aujourd'hui pour toi, le fait d'être entrepreneur? C'est une question que je me suis jamais posée. C'est intéressant comme question. Ouais, merci. Ça représente quoi? Ça représente une certaine autonomie que je ne m'accordais pas à l'époque. Où pendant longtemps, tout le temps en fait, j'avais besoin de travailler pour les autres, d'avoir un patron, de suivre les directives d'un autre, les objectifs d'un autre, et pas que c'était mal, c'était très bien, moi j'étais très épanoui ici comme ça, mais là je suis arrivé à un stade dans ma vie où parfois les objectifs des autres, les projets des autres étaient trop lents pour moi, ou
ne correspondait pas à ce que moi j'avais envie de mettre en place. Donc au lieu de trouver un patron qui aille dans mon sens, je me suis dit autant devenir mon propre patron. Donc ça représente quoi pour moi aujourd'hui ? Ça représente cette possibilité de faire les choses comme moi je l'entends et comme je sens utile de faire, que je juge utile de faire. Donc voilà, et ça me réussit pour le moment, j'en suis très content parce que j'ai énormément de retours des artistes et du public qui me félicitent pour le travail que je fournis. C'est très très cool, ça me fait vraiment du bien. C'est continuer à me faire des compliments, mon ego en a besoin, mais à côté de ça, j'ai plus ce besoin de validation par les autres, où j'ai pleinement pris conscience que j'étais capable et j'ai accepté en fait que j'étais capable. Ce qui me permet en fait que même si j'ai pas de retour des autres, je suis quand même heureux dans ce que je fais parce que je me suffis à moi-même dans ma validation. Et donc, ça m'a permis d'apprendre à être autosuffisant à ce niveau-là. Donc, je suis très content d'avoir sauté le pas et de m'être lancé là-dedans. Génial. Je vais te poser la dernière question du podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Ça peut être personnel comme professionnel. Ah. Honnêtement, je saurais pas quoi te répondre dans l'immédiat. Pourquoi ? Parce que je suis vraiment aujourd'hui dans un état d'esprit où je prends pleinement conscience de mes limites, mais je prends aussi pleinement conscience que ces limites, elles peuvent être dépassées. Et donc, qu'est-ce que je n'ose pas encore faire aujourd'hui ? Je sais pas. Parce que tout ce que je n'avais pas osé faire, je le fais aujourd'hui. Je n'ai aucune réponse à cette question. Mais tant mieux, ça peut être que tu oses, tout simplement. Ouais, pour le moment, c'est ça le truc, c'est que pour le moment, j'ose. C'est vraiment, j'ai envie de faire un truc. Créer un espace coworking, c'était une idée. Je me dis, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse, fais-le en fait. Voilà, ose le faire. Peut-être que ça va être un flop, peut-être qu'il ne va pas y avoir de réponse. J'ai lancé les inscriptions sur le site internet. J'ai eu 10 inscrits sur la première et j'avais mis une jauge à 15. C'est très bien, on a atteint les 2/3, c'est génial. J'ai voulu créer des webinaires où on travaillait le mindset des artistes pendant 1 heure. J'avais jamais fait de webinaire avant, c'est pas grave. T'as le truc, t'as la matière, ose, fais-le, lance des inscriptions. Et j'ai eu plein de gens. Et donc, vraiment, j'ai plus ce truc de je n'ose pas. Ça fait plus partie de moi, ça. C'est parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Merci Bilal d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour le suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi m'aider à développer ce projet en le soutenant financièrement via Patreon et Utip. Tous les liens sont dans les notes. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.